allons voir comment la Deuxième Guerre mondiale accouche de deux Allemagnes, comment ces deux pays ont vécu côte à côte, et comment on arrive à la réunification. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule après 6 ans de guerre. Le pays est en ruine, il n'y a plus d'État allemand souverain. Conformément aux accords de Yalta et de Potsdam, les territoires situés à l'est de la ligne Oder-Neisse, Poméranie, Silésie et Prusse orientale, sont placés sous administration soviétique et polonaise. Ils sont de facto annexés, et pour éviter tout irrédentisme, les populations allemandes sont expulsées vers l'Allemagne. Par cette mesure, les soviétiques calculaient que l'afflux de population en Allemagne provoquerait une révolution socialiste. Berlin et le reste du pays sont occupés par les 4 puissances alliées, le nord par les Britanniques, le sud par les Américains, qui accordent une zone à la France, à l'ouest du pays, et l'est est occupé par les Soviétiques. C'est le Conseil de contrôle interallié réunissant ces 4 puissances qui gouverne désormais l'Allemagne. Il est notamment chargé de limiter sa puissance industrielle, de procéder à la dénazification du pays et à la démocratisation du pays. La Prusse est symboliquement dissoute, elle est considérée par les Alliés comme à l'origine de tous les maux, et de nouveaux Länder sont institués en fonction des zones d'occupation. Alors ce qui va devenir la guerre froide oppose rapidement Américains et Soviétiques, et cette opposition va avant tout s'exprimer sur l'Allemagne et par l'Allemagne, et empêcher de fait toute gestion commune du territoire. À l'ouest, Américains et Britanniques fusionnent leurs zones en 1947 afin de faciliter la relance économique. La France les rejoint un an plus tard et ils décident alors d'une réforme monétaire et introduisent le Deutschmark en juin 1948. Et dans la zone d'occupation soviétique, les communistes s'emparent des leviers du pouvoir. Le Parti socialiste unitaire, le SED, est créé. Mais c'est à Berlin que vont le plus nettement se cristalliser les antagonismes entre occidentaux et soviétiques. En réponse à la réforme monétaire mise en place en juin 1948 dans les zones d'occupation occidentale, l'Union soviétique décrète le blocus de Berlin-Ouest et elle espère ainsi que les Occidentaux vont s'en retirer et lui laisser administrer seule la ville. Les Américains mettent alors en place un pont aérien qui va presque durer un an pour assurer le ravitaillement de la ville. Les Soviétiques cèdent. Pour les Allemands et surtout pour les Berlinois de l'Ouest, les puissances d'occupation occidentale sont désormais perçues comme des puissances de protection. La coupure entre soviétiques et occidentaux devient alors irréversible. En mai 1949, la République fédérale d'Allemagne est créée. Elle comprend 10 Länder plus Berlin-Ouest. Elle a pour capitale provisoire Bonn, car l'unité du pays reste l'objectif premier des Allemands. C'est d'ailleurs ce que précise le préambule de la loi fondamentale qui a été préparé par Konrad Adenauer. Adenauer devient le premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Les soviétiques ripostent par la création, le 7 octobre 1949, d'une République démocratique allemande, la RDA, avec Berlin-Est comme capitale. Alors désormais, il y a 2 États allemands avec 2 systèmes antagonistes. L'un est capitaliste, l'autre est communiste. Le rideau de fer passe en plein cœur de l'Allemagne, la coupe en 2, comme il divise désormais en 2 l'Europe, avec 2 systèmes différents et même opposés. Regardons maintenant le développement de l'une et de l'autre Allemagne. À l'ouest, c'est la période de reconstruction, de redressement économique. La RFA vient s'ancrer à l'ouest, elle est membre fondateur de la CECA en 1952, puis de la CEE en 1957, et elle s'intègre de la même façon à l'Alliance occidentale de sécurité, l'OTAN. L'intégration de la RFA dans ces structures occidentales a 3 objectifs. Elle vise à la protéger de la menace communiste, elle vise à favoriser la réconciliation avec la France, mais elle vise aussi à contrôler l'Allemagne elle-même. Comme le disait un général américain de l'époque, l'OTAN s'est fait pour, je cite, « keep the Americans in, the Russians out and the Germans down ». La SAR, administrée par la France depuis la fin de la guerre, est réintégrée à l'Allemagne en 1957. En 1963, le traité de l'Élysée de coopération franco-allemande
signé par De Gaulle et Adenauer, concrétise la fin de tout contentieux entre les deux pays et annonce la formation du couple franco-allemand. À l'Est, la socialisation du pays est mise en œuvre. En 1952, les Länder sont transformés en arrondissements, les terres sont collectivisées, l'armée populaire est créée. La RDA est incorporée au Pacte de Varsovie et au Comecon, c'est-à-dire les structures militaires et économiques soviétiques. Le mécontentement de la population est croissant à l'Est. Il s'exprime le 17 juin 1953 par des émeutes ouvrières à Berlin-Est qui sont réprimées dans la violence et par l'exode massif des Allemands de l'Est. Rien qu'en 1960, près de 300 000 personnes quittent le pays. Il est facile pour les Allemands de l'Est de fuir vers l'Ouest. Il suffit pour cela de se rendre à Berlin. Alors c'est pour arrêter cette hémorragie que la RDA décide de construire à Berlin, le 13 août 1961, un mur sur la ligne de démarcation entre les secteurs Est et Ouest. Désormais, le rideau de fer traverse aussi Berlin, et je vous parlerai en détail de la ville la semaine prochaine. Dès lors, les perspectives de réunification des deux Allemagnes deviennent lointaines, illusoires. Trois étapes importantes peuvent être retenues dans les relations interallemandes. D'abord, le rôle du chancelier Willy Brandt, qui entame une Ostpolitik dans les années 70, c'est-à-dire une politique de rapprochement avec les pays de l'Est et avec l'autre Allemagne. Il prend acte de la division du pays et cherche à en alléger le coût et la douleur. Ensuite, au début des années 80, ce qu'on a appelé la crise des missiles, la crise des SS-20, c'est-à-dire des missiles nucléaires tactiques à moyenne portée, soviétiques, installés en RDA, visant l'Europe occidentale, entraîne l'installation en RFA de missiles de l'OTAN, dits Pershing, qui visent, eux, le sol de la RDA. Les soviétiques sont contraints à des négociations sur le désarmement, mais les deux parties de l'Allemagne redoutent une guerre depuis leur sol. Enfin, troisième élément, l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev à Moscou en 1985. Gorbatchev, par ses réformes, va ébranler l'édifice communiste et puis lâcher le régime est-allemand en 1989. La RDA se décompose de plus en plus vite, sous la pression des manifestations de rue, notamment à Leipzig, et une véritable hémorragie de sa population qui fuit le pays en masse par la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Le gouvernement est-allemand ouvre alors ses frontières, le mur de Berlin tombe le 9 novembre 1989 et les revendications de réforme se transforment vite en revendications pour une réunification. Eh bien, elle se concrétise le 3 octobre 1990 après la signature du traité 4+2, c'est-à-dire entre les deux Allemagnes et les quatre puissances de tutelle, États-Unis, URSS, Royaume-Uni et la France. Toute disparition de frontières constitue un événement géopolitique majeur. Le processus d'unification de l'Allemagne en octobre 1990 s'est réalisé en accord avec les voisins et les puissances alliées de l'Allemagne. Les Allemands ont beaucoup insisté sur le fait que ce processus est inverse à celui de l'unification de 1871. L'Allemagne a retrouvé son entière souveraineté, elle pèse plus sur la scène européenne et internationale, mais elle doit en même temps gérer la reconversion de l'ancienne RDA, et cela se conjugue en outre à la crise économique internationale. Cette réunification porte l'Allemagne géographiquement plus à l'est, mais elle s'accompagne en même temps d'un ancrage de plus en plus marqué au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest.